Bonjour tout le monde. On est déjà rendu au dernier de ces exposés que je vais mettre en ligne sur l'histoire de la musique, des différents courants de la musique, notamment de la musique populaire afro-américaine. Donc le cours d'aujourd'hui va poursuivre là où on s'était laissé la dernière fois, c'est-à-dire avec la contre-culture, les années 60, les Beatles, les transformations profondes de la musique populaire de l'époque et l'espèce d'hybridation qu'on va voir à mesure que la musique populaire va s'inspirer de musique classique, de musique expérimentale, de musique non occidentale et se transformer significativement, reflétant ainsi les transformations de la société elle-même pendant les années 60. Donc, on va couvrir des choses plus récentes. Il y a une mise en garde qui s'impose, c'est que les historiens sont généralement très mal placés pour étudier le présent. On n'a pas de recul historique et il est très prétentieux pour qui que ce soit d'avoir l'idée d'imaginer savoir ce qui va s'avérer être historiquement significatif. Donc, il faut prendre tout ça avec un peu de détachement puis un peu de grain de sel, si on veut. On ne sait pas vraiment ce qui, de toutes les musiques qui existent aujourd'hui, va dans 200 ans être encore considéré comme artistiquement valable et pertinente et significative et ainsi de suite. Um, L'étude de la musique récente est en soi un champ tellement vaste que juste ça demanderait un cours de 15 semaines, 45 heures. Donc, je n'ai aucune autre prétention aujourd'hui qu'à peine effleurer la surface de certaines choses et peut-être vous donner certains guides, certains repères en fonction desquels vous pourrez écouter et évaluer des chansons, des œuvres musicales plus récentes. Donc, on va néanmoins couvrir beaucoup de choses, parler de beaucoup de choses. On a un agenda assez chargé. Et donc, je vais commencer tout de suite. Disons que dès les années 50, okay, quand les adolescents blancs, on l'a vu, s'intéressent au rhythm and blues, ce qui va donner naissance au rock and roll, il y a en même temps une nouvelle tendance qui se développe du côté de la musique afro-américaine elle-même, du côté de la communauté noire. Il y a un chanteur et pianiste qui s'appelle Ray Charles, qui va faire une synthèse très originale et très personnelle de styles de musique sacrés et profanes. Ray Charles va développer un style qui a à la fois des ramifications dans le gospel et dans le rhythm and blues, et ce style-là va rapidement prendre le nom de soul, la musique de l'âme. Parce que justement, dans la musique religieuse noire, dans le gospel, il y a souvent une telle ferveur, une telle intensité, un tel abandon, qu'il y a une intégration du cri, une espèce de cri de libération d'un peuple opprimé qui veut chanter son espoir de délivrance à travers cette musique religieuse. Et donc, l'intensité vocale du soul est très particulière. Et Ray Charles va prendre ce style vocal-là et le transposer dans un cadre de musique profane, dans un cadre de musique rhythm and blues. Il va également utiliser certains clichés ou archétypes de la musique soul, invoquer par exemple Lord knows, blabla, ou Hallelujah, ou ainsi de suite. Donc il va y avoir des espèces de, justement, d'archétypes, de stéréotypes, de clichés, du vocabulaire de la musique gospel que Ray Charles va justement transposer dans un registre de musique profane, essentiellement rhythm and blues avec une influence de jazz aussi. Quand on écoute Ray Charles chanter Hit the Road Jack, il y a vraiment un côté jazzé dans le phrasé. Donc le style de Ray Charles, un peu comme celui d'Elvis, mais différemment, sont des styles hybrides qui vont combiner le gospel, la musique populaire, un peu de jazz pour créer justement les nouvelles tendances des années 50 et 60. Donc cette musique soul va devenir le son emblématique de la musique de la communauté noire dans les années 60. Il va y avoir une compagnie de disques qui s'appelle Motown Records, qui à l'origine est basée à Détroit. Motown, c'est le surnom de la ville de Détroit, c'est une contraction de Motortown. Et donc la compagnie étant basée à Détroit, la compagnie de disques elle-même va s'appeler Motown Records, et le terme Motown, qui à l'origine désigne la compagnie de disques, va par
par extension désigner ce nouveau style de soul. Donc aujourd'hui, le terme Motown est pratiquement un synonyme pour désigner le soul des années 60. Donc, il y a une nouvelle sonorité qui va se développer dans ce style du studio de Motown Records dans la ville de Détroit. Un son très particulier, avec souvent des sections de cordes ou de cuivre qui vont être ajoutées. Il y a une section rythmique légendaire, les Funk Brothers, avec entre autres James Jimerson à la basse, qui va définir ce style de musique pop noire des années 60. C'est de Motown Records que vont émerger plusieurs des talents les plus dominants de la musique noire des années 60, 70, 80. On pense à Marvin Gaye, on pense à Stevie Wonder, des groupes vocaux comme les Supremes, les Four Top, les Temptations, les Jackson 5 vont produire pour Motown Records, d'où évidemment va émerger par la suite Michael Jackson. Donc, une immense majorité, ou enfin une partie significative des artistes noirs importants des années 60 sur la scène de la musique populaire vont émerger en fait de trois labels. Il y a Motown Records, il y a Atlantic, puis il y a Stax. Mais Motown est le premier, puis celui qui historiquement est le plus significatif, au point où, comme je disais, le terme Motown aujourd'hui est utilisé comme un synonyme de musique soul. Donc voilà, vous avez ce style soul dont le pionnier est sans contredit Ray Charles et dont les successeurs vont être les artistes de la compagnie Motown Records des années 60. Ce style va s'appeler le soul et ce courant-là est très important parce qu'il se transforme petit à petit. Il y a des nouveautés, il y a des nouvelles approches, des nouveaux artistes. Il y a un chanteur, entre autres, qui au départ se fait surnommer le Godfather of Soul. Son nom est James Brown. Et James Brown va prôner une musique qui est de plus en plus rythmée, de plus en plus syncopée, de plus en plus dansante. C'est une bête de scène, c'est un chanteur d'une énergie incroyable. Il saute, il danse, il court, il fait la split, il n'y a rien qu'il ne fait pas dans ses beaux suits à paillettes. Donc, sa musique est extrêmement énergique et répétitive, et circulaire, et hypnotique. Il y a une espèce d'induction de la transe dans des pièces qui sont très longues, qui sont très rythmées, qui sont très syncopées, et donc basées sur des espèces d'ostinato rythmiques comme ça. On va éventuellement appeler ce nouveau style le funk. Mais donc le funk est une espèce d'évolution du soul dans laquelle on va prioriser de plus en plus justement l'aspect rythmique, les rythmes syncopés. Et souvent, James Brown a une façon de chanter qui est presque scandée, qui est à mi-chemin entre le chant traditionnel et les paroles, la langue parlée. Donc, cette espèce de style vocal particulier qu'a James Brown, allié avec une musique qui insiste de plus en plus sur l'aspect rythmé, sur les rythmes syncopés, laisse déjà entrevoir l'étape suivante dans l'évolution de cette musique afro-américaine, qui va être le rap. En fait, le funk et son pendant plus commercial, le disco, sont les ancêtres directs du hip-hop. Et l'évolution qu'on peut voir est remarquablement homogène dans la mesure où, d'un style à l'autre, d'une décennie à l'autre, les paramètres qui vont de plus en plus s'imposer sont sensiblement les mêmes. On part du soul dans lequel les formes sont généralement sectionnelles. Il y a des couplets, il y a des refrains, il y a des bridges, etc. Et dans lesquels l'harmonie est encore assez importante. Il y a des progressions d'accords dans les chansons. Quand on passe du soul au funk, l'harmonie devient moins importante. Le rythme harmonique s'allonge. On peut passer 4 mesures, 8 mesures, 16 mesures sur un même accord. Ce qui compte, c'est la propulsion rythmique de la musique et les paroles, à moitié chantées, à moitié scandées. Donc les paramètres qu'on voit qui sont de plus en plus priorisés sont justement le rythme et une utilisation plus rythmique de la parole elle-même, ce qui va devenir les éléments constitutifs du rap, du hip-hop. Donc, vous voyez cette espèce d'évolution, années 60 le soul, années 70 le funk, années 80 le rap, le hip-hop, les nouveaux styles urbains et ainsi de suite. Donc, ces styles-là sont directement influencés les uns des autres.
Et d'ailleurs, le premier grand succès de rap, qui était le Rapper's Delight de Sugar Hill Gang, est une chanson qui est reprise pratiquement intégralement d'un succès du groupe de disco Chic. La chanson s'appelait Good Times. Écoutez côte à côte Good Times de Chic et le Rapper's Delight de Sugar Hill Gang, vous allez voir, c'est la même ligne de basse, c'est le même tempo, c'est le même rythme, c'est les mêmes comping d'accords, mais on a pris non pas la chanson au complet, mais une section de la chanson, on l'a tournée en boucle et c'est là-dessus qu'on a rajouté les MC qui faisaient donc qui rappaient là-dessus. Donc, il y a vraiment une filiation directe entre le soul, le funk, le disco, qui est comme une espèce de branche plus commerciale du funk, souvent avec des arrangements de cordes, puis un côté plus pop, si on pense aux Bee Gees, à ABBA, ainsi de suite. Le disco, c'est beaucoup une variante plus commerciale, plus occidentalisée, plus blanche, entre guillemets, du funk. Et de là va naître le hip-hop, le rap, les styles apparentés à ça. Donc ça, c'est un courant fondamental dans l'évolution de la musique populaire, celui qui est issu essentiellement des communautés noires. Donc, on a ça. En même temps, en parallèle, dans les années 60, on a vu émerger cette contre-culture, ce courant psychédélique, alors que les Beatles vont découvrir les substances psychotropes, la musique indienne, la musique expérimentale, les arrangements plus symphonico-classiques et ainsi de suite, les albums concept. Plusieurs disent que Sgt. Pepper's en 67 est le premier album concept de l'histoire du rock. Donc on voit que le style musical mûrit beaucoup et évolue très rapidement. Le disque, qui n'était auparavant qu'une collection de chansons sans grand rapport les unes avec les autres, devient en soi une œuvre. C'est ce qu'on remarque avec Sgt. Pepper's. Il y a comme une espèce de concept d'ensemble basé sur la fanfare d'un cirque. Le thème du cirque revient dans certaines chansons. Souvent, les pièces sont mixées les unes aux autres. Il n'y a plus de silence entre les chansons, mais elles vont s'enchaîner sans silence. Et donc, ça crée cette idée d'album concept, c'est-à-dire un album, si on veut, dans lequel le tout dépasse la somme des parties. C'est pas juste une compilation de chansons individuelles, mais chaque chanson est un peu une pièce d'un puzzle qui crée une image plus grande, un peu comme chaque chapitre dans un roman contribue à édifier une histoire. Donc c'est un peu ça l'idée derrière l'album concept. C'est une idée qui va prendre son envol dans les années 60 et peut-être triompher dans les années 70, notamment avec des courants plus sophistiqués comme le rock progressif, des groupes comme Pink Floyd. Peut-être que l'apogée de l'album concept va être atteint en 1979 avec The Wall de Pink Floyd. Mais donc voilà, vous avez ce courant psychédélique, progressif, expérimental qui apparaît dans les années 60. Pour plusieurs historiens, le festival de Woodstock est très emblématique dans la mesure où justement il apparaît en 69 et il va marquer le dernier chapitre de cette grande saga des années 60. Donc le festival de Woodstock est celui dans lequel justement plusieurs artistes vont faire une prestation, dont Jimi Hendrix, qui à cette époque-là est pratiquement l'espèce de prophète de la contre-culture, l'artiste visionnaire qui est adulé de tous. Et Hendrix est un phénomène très particulier. Il a réinventé le jeu de la guitare. Il est peut-être le premier guitariste qui est vraiment entreaperçu les possibilités sonores qui étaient générées par un instrument à caisse pleine. Avant Hendrix, beaucoup de guitaristes jouaient sur des guitares semi-acoustiques avec une caisse de résonance. Hendrix joue avec une guitare à caisse pleine et ça change beaucoup les possibilités d'amplification de l'instrument et donc les possibilités de jeu sur l'instrument. Il n'est plus nécessaire d'articuler chaque note avec le pic. On peut faire beaucoup de hammer-on, de pull-off, on peut jouer beaucoup de notes à même la main sur le manche, ce qui permet un jeu beaucoup plus rapide,
beaucoup plus spectaculaire, beaucoup plus virtuose. Hendrix va énormément expérimenter avec les pédales d'effet. Il va transformer le son de la guitare électrique d'une façon radicale. Et donc, son jeu au départ est ancré dans le blues, mais il va amener le blues là où jamais il était allé auparavant. Il y a une théorie qui est difficile à vérifier, mais qui veut que ce soit pour qualifier un show de Hendrix qu'un journaliste ait pour la première fois utilisé l'expression heavy metal. Il parlait de la musique de Hendrix, puis il disait it was like heavy metal falling from the sky. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais c'est sûr que Hendrix est un incontournable dans la mise en place de ce rock agressif, très très amplifié de la fin des années 60, dans lequel la guitare avec la distorsion est un élément central. Donc ce hard rock des années 60-70, qui est lui-même l'ancêtre direct du heavy metal. Donc les groupes de hard rock de la fin des années 60, les groupes comme Led Zeppelin, comme Black Sabbath, comme Deep Purple, sont les ancêtres directs de la musique métal des années 80. Donc, Hendrix est important pour ça. On retiendra peut-être cette interprétation extrêmement particulière qu'il fait de l'hymne national américain. Dans sa prestation à Woodstock, il va jouer le Star Spangled Banner, mais avec un long épisode bruitiste dans lequel on dirait qu'il torture sa guitare. Et ce solo-là est un des plus particuliers de l'histoire du rock parce qu'il est très facile d'y entendre les bruits d'un bombardement et les cris des gens et le son des mitraillettes, des balles traçantes, des bombes qui explosent, et ainsi de suite. Donc, plusieurs y ont vu l'espèce d'illustration sonore d'une scène de bombardement et donc un message très fort pour dénoncer la guerre du Vietnam, ce qui était la cause rassembleuse par excellence de cette génération de Woodstock, avec ceci de très particulier que c'est, à mon avis, à peu près le seul exemple d'une musique politisée, engagée, dénonciatrice, qui soit exclusivement instrumentale. Parce que, en général, quand une musique est politisée, c'est les paroles qui sont politisées, c'est les mots qui sont dénonciateurs. C'est extrêmement difficile de faire quelque chose de dénonciateur avec juste des notes de musique, avec juste de la musique instrumentale. On voit mal comment un fa dièse pourrait être fasciste ou un si bémol anarchiste ou ainsi de suite. Donc c'est très très rare qu'on puisse arriver à faire une musique engagée politiquement avec seulement des instruments. Et Hendrix y arrive avec justement cette interprétation du Star Spangled Banner avec lequel il va clore son spectacle à Woodstock. Et donc, c'est sans doute un des solos de guitare les plus particuliers et je dirais aussi les plus importants de l'histoire du rock. Ça clôt une époque parce que quelques mois plus tard, Hendrix va être mort, Janis Joplin va être morte, Jim Morrison des Doors va être mort et on va vraiment passer à autre chose. C'est pas juste la décennie qui change, mais l'esprit du temps change, l'époque change, la musique change et justement la génération Woodstock va se transformer et va créer une musique qui est différente. Donc voilà pour Hendrix. Il meurt jeune, il a une carrière météorique, fulgurante. 1967, il y a peut-être 3 albums incontournables qui vont être lancés à l'été 67. Sgt. Pepper's des Beatles, Are You Experienced de Jimi Hendrix et le premier album des Doors. Et ces 3 albums qui définissent très clairement l'époque tout à fait unique et particulière dans l'histoire du rock. Dans les années 70, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. On va parfois avoir l'impression d'une certaine forme de réaction par rapport à l'idéalisme, peut-être un peu naïf de cette génération hippie du flower power qui pensait vouloir changer le monde avec l'amour et avec les bonnes intentions, puis les fleurs, puis ainsi de suite. Donc, à certains égards, on pourrait voir l'émergence du punk au milieu des années 70 comme une espèce de réaction, comme un constat d'échec de cette contre-culture qui aspirait
à transformer radicalement la société et la libérer de l'emprise néfaste du capitalisme. Et qui n'y est pas vraiment parvenu. En fait, c'est une question d'opinion, parce qu'au fond, cette génération des années 60 a changé beaucoup de choses, a transformé radicalement la pensée occidentale, mais force est d'admettre que le capitalisme est toujours bien portant aujourd'hui et que cette espèce d'aspiration à transformer la société pour la rendre plus juste et plus égalitaire n'a pas vraiment fonctionné. Donc, il arrive assez souvent dans l'évolution de l'Occident qu'un courant peut-être plus optimiste et plus humaniste soit suivi par un courant qui, lui, est plus sombre et plus dramatique, à la limite peut-être plus même nihiliste. On a ce bel humanisme de la Renaissance auquel va succéder l'art baroque, qui est beaucoup plus axé sur le tragique, sur le conflit intérieur, sur la mise en scène des déchirements, des conflits, des tensions, etc., et qui est un art beaucoup plus dramatique et plus sombre. On a le rationalisme des Lumières, le siècle des Lumières au XVIIIe siècle, où on pensait que la logique et la raison et les pensées républicaines et les idées de liberté, égalité, fraternité allaient ramener la paix et l'harmonie partout. Ben ça, c'est suivi par le romantisme, qui est un courant beaucoup plus sombre et beaucoup plus dramatique et carrément nihiliste par certains moments, sous certains aspects. Et voilà, donc on a un peu ça aussi avec le mouvement hippie, le mouvement Flower Power, le mouvement Peace and Love des années 60, auquel va succéder le No Future des années 70, donc le courant punk, et une espèce de réaction très forte par rapport à cet idéalisme utopique des années 60. L'histoire retient le nom des Sex Pistols comme étant le porte-étendard de ce courant punk en Angleterre. Ils avaient en fait un excellent manager, Malcolm McLaren, un excellent gérant qui a su constamment les garder sous le feu des projecteurs des médias, dans une espèce de tourbillon perpétuel de scandales, puis de polémiques, puis ainsi de suite. Donc, les Sex Pistols ont peut-être un peu volé la vedette à d'autres groupes qui auraient également mérité de figurer parmi ces pionniers de la musique punk. Mais retenons donc l'album Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols, comme marquant la naissance du punk en Angleterre. Le simple nom des musiciens nous renseigne tout de suite sur leur, disons, orientation idéologique, avec un chanteur qui s'appelle Johnny Rotten, puis un bassiste qui s'appelle Sid Vicious. On voit qu'il y a une volonté de provocation qui est très forte. Et c'est ça qu'il faut retenir du punk. C'est pas tellement un courant qui est tant que ça basé sur la musique autant que sur la provocation. Surtout en ce qui a trait aux Sex Pistols. D'autres groupes comme The Clash vont créer une musique qui est beaucoup plus riche, qui est plus complexe, entre guillemets, mais qui est plus sophistiquée. La musique des Clash est vraiment faite par des musiciens, alors que celle des Pistols est faite par des musiciens dont l'amateurisme est beaucoup plus évident, disons-le comme ça. Alors voilà, les Sex Pistols vont vouloir jouer leur propre version de God Save the Queen sur une barge au milieu de la Tamise. La police va empêcher le spectacle. Les Sex Pistols vont crier à la censure, à la répression, etc. Ils vont constamment être sous les feux du scandale, de la controverse. À un moment donné, il n'y a plus une salle qui va vouloir les engager parce que tout leur show dégénère. Donc, ils sont obligés de réserver des salles sous des noms empruntés, sous des pseudonymes. Puis là, quelques heures avant le spectacle, ils partent la rumeur qu'en fait, c'est pas Roger et ses lapins qui vont jouer, mais c'est les Sex Pistols, puis ainsi de suite. Ils se sont fait apostropher sur la rue, ils se sont fait cracher dessus, ils se sont fait attaquer. Il n'y a rien qui n'est pas arrivé aux pauvres Sex Pistols. C'est un groupe dont l'existence va être extrêmement éphémère, mais dont l'empreinte va être indélébile sur l'histoire du rock.
Pourquoi le punk est important, en fait? Parce que il amène quelque chose de très particulier avec lui. Il amène un esprit de révolte, de questionnement, de contestation. Il a la volonté de redonner à la musique rock un esprit subversif que les punks prétendent que le rock a perdu dans les années 70. Les groupes punk voient les musiciens de Led Zeppelin faire leur tournée américaine dans un jet qu'ils ont spécialement loué pour l'occasion, se promener en limousine, faire des conférences de presse, rester dans des hôtels luxueux. Et aux yeux des punks, ce spectacle-là est pas la démonstration du caractère subversif ou révolutionnaire ou contestataire de la musique rock. Donc les punks veulent redonner au rock ce côté de vouloir remettre les choses en question, de vouloir questionner l'autorité, de vouloir questionner les inégalités dans la société et l'univers capitaliste en soi. Dans ce sens-là, curieusement, les punks rejoignent les adeptes du flower power, les hippies des années 60. Les hippies des années 60 allaient vivre dans des communes à la campagne, puis faire pousser leur nourriture, puis ainsi de suite. Mais les punks vont plutôt squatter des immeubles désaffectés. L'idée est la même, c'est de ne pas avoir à dépendre du fait de devoir payer un loyer, donc de devoir avoir un salaire et s'engager dans l'engrenage du système capitaliste. Les punks vont essayer de vivre le plus possible en marge de ce système-là et leur musique va être produite et créée dans cet esprit-là aussi. Le punk est une musique tellement radicale que les compagnies de disques, au départ, étaient très, très réticentes à enregistrer cette musique-là. Elles étaient convaincues qu'il n'y avait pas de potentiel commercial et qu'il y avait plus de problèmes liés à la production de ces groupes-là qu'autre chose. Donc, le punk, très tôt, a développé sa propre scène, a développé sa propre culture, son propre réseau de production, de distribution, ses propres festivals, ses propres événements, et ainsi de suite. Donc le do-it-yourself était un élément fondamental dans la philosophie du punk. On essayait le plus possible de se situer en marge des courants établis. On prônait une musique qui ne jouait pas à la radio. Il n'y avait pas de créneau de diffusion pour cette musique-là. Et donc, il a fallu réinventer une scène parallèle, une scène underground. Et c'est de là que vient ce concept de rock alternatif. Aujourd'hui, on peut se demander un peu ce que le mot veut dire. C'est devenu un mot élastique qui peut englober beaucoup de choses. Mais à l'origine, le terme faisait du sens dans la mesure où cette musique-là présentait une alternative par rapport à ce qui était diffusé sur les ondes des grands diffuseurs publics, sur les ondes des stations de radio, sur les chaînes de diffusion de vidéoclips en continu dans les années 80. Mais donc, c'était une musique qui s'établissait clairement en marge des systèmes de distribution préétablis. Donc, l'idée de cette scène underground, de ce rock alternatif, était justement de créer une esthétique parallèle, de créer une esthétique plus radicale, plus contestataire, plus rugueuse, plus lo-fi, c'est-à-dire avec des moyens de production de moins bonne qualité, mais d'une certaine façon, on voyait même cet aspect un peu grossier dans la production comme une certaine forme de gage d'authenticité. Pour le punk, la spontanéité est plus importante que tout. Alors, à force de pratiquer quelque chose ou à force de répéter quelque chose, ça devient sophistiqué. Et pour le punk, cette sophistication-là est incompatible avec la spontanéité viscérale qu'ils veulent donner à leur musique. Donc, il y a toute une scène qui se développe avec
des compagnies de disques qui sont vraiment artisanales. Dans le meilleur des cas, on a une presse pour faire des disques en vinyle, mais sinon, on va carrément juste distribuer des cassettes audio par la poste. On va créer des espèces de magazines qu'on va taper à la machine puis qu'on va photocopier. On est avant l'ordinateur, on est avant la musique numérique, on est encore dans un univers analogique et donc souvent les moyens sont très très artisanaux, très limités et on va procéder justement par envoi postal de cassettes par la poste pour faire connaître et apprécier cette musique-là. Donc, le punk se propose de redonner à la musique rock ce côté contestataire qu'il estime qu'elle a perdu dans les années 70. Dans les années 80, le punk va se radicaliser encore. On va parler de hardcore, on va parler de musique au tempo encore plus rapide, presque frénétique. On peut parler par exemple de groupes comme les Dead Kennedys, dont le nom même est une espèce de provocation et une implication de la mort du rêve américain. Et par la suite, à la fin des années 80, le punk va un peu se transformer et nourrir une partie de l'esthétique du grunge. Les groupes qui vont émerger à Seattle à la fin des années 80, les Melvins, les Mudhoney, les groupes comme Nirvana, Soundgarden, ne sont pas techniquement des groupes de punk. Okay? Il y a dans l'écriture des chansons du grunge justement un degré de sophistication qui est à peu près incompatible avec le pur punk. C'est ce qui fait en sorte que Nirvana a pu faire un spectacle unplugged, par exemple. C'est que, au-delà de la distorsion dans la guitare, dans le style grunge, il y a une mélodie, il y a une progression d'accords, il y a des couplets puis il y a des refrains. Il y a vraiment une écriture de chansons dans le sens traditionnel du terme, ce qui n'était pas le cas avec le punk. On ne peut pas imaginer un spectacle acoustique des Dead Kennedys ou des Sex Pistols, ça ne fait pas de sens. Mais on peut faire une version acoustique des chansons de Nirvana ou de Soundgarden sans problème. Kurt Cobain avait une immense admiration pour John Lennon, pour les chansons des Beatles. Donc il y a un craftsmanship, il y a une expertise dans la composition, dans l'écriture des chansons du style grunge, qui contraste avec le caractère souvent très brut des chansons punk. Ceci dit, il y a aussi énormément de points communs, notamment dans la façon dont les groupes grunge prônent une certaine forme de pessimisme, une philosophie de no future, une immense autodépréciation et une volonté affichée d'avoir un look vestimentaire négligé, des vêtements qui ne coûtent pas cher, etc. Donc autant les punks dans les années 70 s'habillaient au magasin de surplus d'armée parce que c'était des vêtements qui étaient résistants et qui ne coûtaient pas cher. Beaucoup de punks s'habillaient avec des bottes d'armée puis des pantalons de camouflage. Ben, un peu de la même façon, beaucoup de groupes de grunge vont s'habiller avec des chemises à carreaux puis des jeans parce que c'est du linge qui ne coûte pas cher. Donc il y a une même volonté affichée de ne pas prendre soin de son look, qui va devenir en soi un look. Éventuellement, on va vendre très cher des jeans pré-déchirés parce que ça fait punk et ça fait rebelle et c'est très tendance. Mais bon, c'est assez ironique, mais c'est ça quand même. Bref, là où je voulais en venir, c'est que le grunge est à certains égards une transformation de l'idéologie du punk. Stylistiquement, musicalement, c'est un courant qui est distinct, mais qui en est quand même très influencé. Quand par exemple Radiohead va chanter Creep, c'est leur premier grand succès. C'est une chanson qui, justement, dans son autodépréciation, I'm a creep, I'm a loser, se rapproche beaucoup du nihilisme du punk. Et d'ailleurs, l'accord de guitare électrique qui vient ponctuer le refrain a quelque chose de très grunge dans ses sonorités. C'est la guitare qui représente un peu le cri que le chanteur ne pousse jamais. Thom Yorke ne crie pas dans Creep. Il est toujours un peu
piteux, puis un peu triste, puis déprimé, mais jamais vraiment en colère. Et la guitare de Johnny Greenwood vient jouer ce rôle de cri libérateur que le chanteur lui-même semble incapable de pousser. Donc c'est un rôle cathartique de la guitare électrique avec la distorsion dans le métal, dans le grunge, dans tous les styles hard rock basés sur cette guitare très fortement amplifiée. Et ça remonte à Hendrix. Hendrix est peut-être le premier à avoir vraiment pressenti les possibilités sonores de la guitare à caisse pleine. Voilà, le grunge est un des courants dominants à la fin des années 80, au moment où Radiohead va enregistrer son premier album. Il y a un autre courant très important qu'on a appelé le Britpop, qui est un peu une espèce de courant descendant des Beatles. C'est-à-dire que le Britpop va promouvoir et entretenir cette vision du rock pop assez arrangé, relativement sophistiqué, avec donc des structures sectionnelles, des couplets, des refrains, des bridges, des arrangements. C'est pas un hasard s'il y a une chanson d'Oasis qui s'appelle Wonderwall, qui était aussi le nom d'une chanson et d'un album de George Harrison. Il y a une filiation assez forte entre les Beatles et la Britpop, notamment des groupes comme Oasis et Blur, qui sont les deux principaux représentants de ce courant-là. Et on retrouve des influences à la fois de Britpop et de grunge dans les premiers albums de Radiohead, qui sont donc vraiment à l'affût et au courant des différentes tendances musicales de l'heure au moment où ils commencent leur activité musicale. On a parfois eu cette image pour décrire Radiohead qui serait comme les Beatles des années 2000. Je pense que la comparaison est intéressante à plusieurs égards. D'une part, les Beatles ont eu cette faculté de pouvoir concilier une musique qui soit à la fois commerciale et accessible, mais en même temps aussi très expérimentale et très original. Et on retrouve ça chez Radiohead. Ils jouent devant des immenses stades qui sont remplis à craquer. Ils vendent des millions d'albums et néanmoins, il y a dans plusieurs de leurs pièces un caractère très très expérimental et avant-gardiste et aventurier et ainsi de suite. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans le cas des Beatles, on remarque facilement une capacité du groupe à se réinventer d'un album à l'autre. Si vous comparez par exemple Rubber Soul avec Revolver, avec Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, qui sont trois albums consécutifs dans leur discographie, on a presque l'impression que c'est pas le même groupe d'un album à l'autre, et même parfois sur deux chansons du même album. On a déjà discuté de la façon dont Eleanor Rigby et Tomorrow Never Knows sont des chansons tellement différentes, qui sont pourtant toutes les deux sur Revolver. Alors on a un peu cette impression-là avec Radiohead aussi. Si on compare The Bends avec OK Computer, avec Kid A, on a vraiment l'impression d'un groupe qui se réinvente d'un album à l'autre, qui change continuellement son approche. Et des fois, c'est pleinement conscient et pleinement voulu et tout à fait volontaire. Après avoir fait OK Computer, Thom Yorke a décidé qu'il était tanné de faire de la musique avec des guitares, puis de la musique dans le style qu'ils avaient fait jusqu'alors, et il a décidé de se tourner vers les beatbox, les drum machines, l'électronique, les synthés, puis ainsi de suite. Ça a complètement changé la sonorité du groupe. Donc c'était une évolution qui était purement consciente, qui était volontaire, qui était délibérée. Mais voilà, donc chez les Beatles comme chez Radiohead, on retrouve cette faculté du groupe de se réinventer perpétuellement. Et je dirais dans un cas comme dans l'autre qu'il y a une espèce d'éminence grise en arrière du groupe, l'espèce de cerveau dans le laboratoire qui est le studio. Dans le cas des Beatles, c'était George Martin. Dans le cas de Radiohead, c'est Nigel Godrich. Et dans les deux cas, on a un producteur extrêmement doué, extrêmement curieux, extrêmement sensible aux qualités de la musique du groupe et apte à suggérer des procédés techniques qui vont à la fois mettre en valeur la musique, mais qui vont aussi souvent donner des idées aux musiciens et nourrir l'imaginaire des musiciens pour les aider à concrétiser cette personnalité musicale-là qui va les définir.
Donc, il y a plusieurs parallèles en vertu desquels on peut comparer les Beatles et Radiohead. Il y a aussi sans doute ce fait que les groupes gravitent autour de deux têtes pensantes. On a Lennon-McCartney chez les Beatles, on a Thom Yorke puis Johnny Greenwood chez Radiohead. Thom Yorke évidemment beaucoup plus pour le côté de la voix, des paroles, des mots. Et Greenwood plus pour le côté instrumentation, expérimentation sonore, sensibilité à la musique expérimentale, aux ondes Martenot, à la musique électronique, à la musique atonale et ainsi de suite. Mais donc cette espèce d'interaction entre deux personnes qui sont au cœur même du groupe va nourrir l'évolution stylistique du groupe lui-même. Il y a deux pièces de Radiohead dont j'aimerais parler. Il y a Fake Plastic Trees, puis il y a The National Anthem. The National Anthem est principalement intéressante pour son aspect musical, pour la façon dont on a à la fois une figure répétitive, une figure hypnotique, une espèce de mantra qui se répète perpétuellement, par-dessus lequel va se déployer une espèce de trame musicale incroyable, où il y a des cuivres, où il y a des sons électroniques, où il y a du bruitage, où il y a de l'électroacoustique, où il y a toutes sortes de choses, dont des influences de free jazz, parce qu'il y a beaucoup de solos d'instruments avant, des solos de trompette, solos de saxophone, etc. Et aucun des solistes avait entendu le solo des autres au moment où ils ont enregistré. Tout ce qu'ils entendaient, c'était la section rythmique. Et chacun leur tour, ils ont fait un solo. Et par la suite, en studio, ils ont combiné, puis superposé, puis mixé, puis arrangé tous ces solos-là pour faire une espèce d'incroyable chorale de solos électrisants de free jazz échevelé, mais qui dans la réalité a jamais vraiment existé. C'est une pure création du mixage du studio. Ça dénote à la fois une production extrêmement habile, mais aussi donc une espèce de sensibilité à plusieurs styles musicaux complètement différents. Il y a très peu de groupes qui, avec un tel aplomb, dans une même pièce, peuvent combiner l'électronique, l'électroacoustique, le free jazz, le rock, assez solide, assez costaud, et s'en tirer avec une pièce qui est remarquablement cohérente sur le plan stylistique. Bon, ben, ça fait 2 fois que ma caméra manque de batterie, donc je vais essayer de faire une fin à ce cours-ci qui soit aussi intéressante que les 2 premières, que vous verrez jamais, mais si jamais je manque un peu d'inspiration, je m'en excuse d'avance. Je pense qu'on parlait de National Anthem. Il est intéressant de faire un lien entre National Anthem et Tomorrow Never Knows sur Revolver, parce que dans les 2 cas, à 25 ans d'intervalle, on a quelque chose d'assez similaire au niveau de la présence d'un ostinato, d'une espèce de figure circulaire, motivique, répétitive, par-dessus laquelle il y a des bruitages, il y a des transformations sonores, des bruits accélérés, ralentis, passés à l'envers, etc. Donc, ça renforce l'espèce de parallèle qu'on faisait entre Radiohead et les Beatles. Même souvent, certaines pièces sont conçues de façon similaire. Par ailleurs, l'autre pièce qui m'intéressait, c'était Fake Plastic Trees, tiré de The Bends, leur 2e album. Et sur Fake Plastic Trees, il y a au moins 2 choses qui sont intéressantes. D'une part, le fait qu'il s'agisse d'une pièce qui est en crescendo. Sur le plan musical, ça commence d'une façon très douce, pratiquement folk, très acoustique, avec une voix puis une guitare acoustique. Et peu à peu, la section rythmique fait son entrée, et la guitare fait son entrée, puis tout le groupe. Et il y a cette espèce d'effet d'amplification continue de la chanson à mesure qu'elle se déroule. Et il y a un lien avec les paroles, parce que les paroles, au départ, parle d'une dame qui a une plante en caoutchouc dans sa cour. Ensuite, on parle de son conjoint qui est un chirurgien esthétique à la retraite. Et finalement, le 3e couplet est écrit à la première personne. Thom Yorke chante à la première personne, c'est le narrateur qui parle. Et à mesure que le propos de la chanson est de plus en plus centré sur le narrateur, à mesure que la chanson passe de l'objectivité à la subjectivité, la musique
devient de plus en plus rock, de plus en plus intense. Et on sent en même temps une espèce de rage qui monte dans le narrateur, qui ressent cette espèce d'aliénation qui est typique de plusieurs pièces de rock qui dénoncent donc cette aliénation et cette espèce de rage à l'idée de ne pas pouvoir être la personne que l'on attend de lui. If only I could be who you want me all the time, etc. Donc il y a cette espèce de frustration qui grandit chez le narrateur à mesure que la chanson augmente. Et cette augmentation de la frustration se traduit musicalement par une espèce de dégradé, de transition d'un caractère musical plus folk vers un caractère de plus en plus rock, de plus en plus agressif. Le premier couplet parle d'une plante en caoutchouc, à côté de laquelle on a mis un arrosoir pour essayer de dissimuler son caractère artificiel. Le deuxième couplet parle d'un chirurgien esthétique à la retraite qui faisait des facelifts, qui faisait des remodelages, des redrapages, etc. Et il y a cette ligne, ce vers particulièrement incisif qui dit « But gravity always wins ». Peu importe l'adresse avec laquelle on fait la chirurgie, finalement les plis réapparaissent, finalement le temps affirme sa supériorité sur toutes nos tentatives de vouloir le déjouer. Donc c'est une chanson sur la futilité de nos tentatives de vouloir déjouer le temps et de vouloir nous faire croire qu'on n'est pas mortel. Le troisième couplet est le plus intriguant dans la mesure où des propos comme « She looks like the real thing, tastes like the real thing, my fake plastic love ». Et quand Thom Yorke parle de son fake plastic love, on ne sait pas vraiment s'il parle d'un être humain qui aurait beaucoup de botox ou de silicone ou qui serait très superficiel, ou s'il parle carrément d'une poupée gonflable ou d'un jouet sexuel en plastique. Mais au fond, dans un cas comme dans l'autre, le propos de la chanson reste finalement le même. C'est presque plus grave qu'il s'agisse de plastique ou d'un être humain, vu que toute la chanson parle de la plastification des êtres humains, en quelque part. Donc, la pièce nous présente encore une fois ce thème de l'aliénation et parle de la façon dont le personnage se sent de plus en plus aliéné dans un univers auquel il ne s'identifie pas. C'est un peu ce qu'on avait avec I Can Get No Satisfaction des Rolling Stones. C'est peut-être la première grande pièce de rock à parler de ce sentiment d'aliénation. Dans Satisfaction des Stones, on avait déjà ce propos très dur, très ironique vis-à-vis le discours des médias de masse. Dans le premier couplet, on parlait de « Man comes on the radio ». Dans le deuxième couplet, on parlait de la télévision. Mais dans les deux cas, on parlait ou bien de « useless information supposed to fire my imagination » ou alors on parle d'un homme qui vient lui dire combien blanches pourraient être ses chemises. Ce qui est au fond une dénonciation du caractère extrêmement superficiel, à la fois de la publicité, mais aussi des valeurs qui sont véhiculées par les médias en général, parce que le commentaire très ironique de Mick Jagger, c'est « He can't be a man because he doesn't smoke the same cigarettes as me ». On a ici une référence à un personnage de la publicité qui était le cowboy Marlboro, une espèce d'héritier du personnage de John Wayne dans les westerns. Le cowboy Marlboro était un personnage qui vendait des cigarettes avec des décors de montagnes rocheuses, du Grand Ouest sauvage américain, avec des chevaux, puis avec toute cette imagerie de liberté, de virilité, de masculinité associée aux cigarettes Marlboro. On ne voyait pas le cowboy Marlboro dans un poumon d'acier en train de mourir du cancer de la plèvre, ça c'était comme autre chose. Mais le fait est qu'il est particulièrement ridicule d'associer le fait d'être un, entre guillemets, vrai homme
à une marque de cigarette, ou le fait d'être une vraie femme à porter tel ou tel type de vêtements ou de parfum ou de crème contre les rides ou peu importe. Alors, la publicité nous abreuve d'absurdité, et même si rationnellement on sait qu'elles sont absurdes, ces messages-là conditionnent néanmoins nos choix, nos agissements, nos comportements en tant que consommateurs. Donc, le rock est un puissant moyen de dénoncer le sentiment d'aliénation ressenti par une jeunesse qui se sent prisonnière de son état de sujet dans une société de consommation. Et on veut protester contre l'absurdité des messages qui sont véhiculés par une immense machine médiatique qui n'a pour but principal que de nous faire consommer toujours davantage. Parce que ce qui entretient la machine médiatique, c'est la publicité, et ce qui fait rouler la publicité, c'est le besoin de faire consommer toujours. Donc, on n'est pas des citoyens que l'on doit instruire, on est des consommateurs à qui l'on doit faire consommer toujours davantage. Et c'est un peu ce sentiment de se faire prendre pour des valises qui va pousser les jeunes à créer des styles musicaux comme le punk, comme le rap, des styles très violents, très dénonciateurs, très ironiques. L'ironie est très souvent l'arme ultime dont bénéficient les gens qui n'ont pas de moyens techniques ou financiers ou médiatiques ou corporatifs. Donc, avec l'ironie, avec la plume, avec la parole, le punk, le rap, le rock vont s'ériger comme des espèces de bastions à travers lesquels la jeunesse occidentale va chercher à se définir, se projeter, se concrétiser au niveau de ses positions, de ses opinions, de ses valeurs. La musique populaire est beaucoup un reflet des valeurs de la jeunesse qui produit cette musique-là, qui l'écoute, qui la consomme, parce que oui, la musique est aussi un produit de consommation. Je parlais de Satisfaction des Rolling Stones tout à l'heure. Il y a un lien très intéressant à faire entre Satisfaction et la chanson 1990 de Jean Leloup pour différentes raisons. Une des raisons, c'est que dans un cas comme dans l'autre, on a une espèce de pendule plagale qui oscille entre le premier et le quatrième degré. Satisfaction fait alors que 1990 fait etc. Donc on a ce même mouvement de balancier entre le premier et le quatrième degré, la même espèce d'ostinato, la même boucle de deux mesures sur laquelle vont se dérouler les couplets. On a dans Satisfaction, comme dans 1990, une dénonciation très ironique du contenu des messages véhiculés par les médias. Les Stones parlent de la radio et ensuite de la télé. Jean Leloup parle plutôt de la télé. Mais il y a cette même idée de dénoncer le caractère superficiel et aliénant des messages médiatiques. Dans Satisfaction, les deux premiers couplets nous disent « Les médias véhiculent des idées absurdes, donc je suis aliéné, je ne peux ressentir de satisfaction. » Jean Leloup nous dit la guerre, parce que 1990 parle de la première guerre du Golfe. En janvier 1990, une immense coalition dirigée par les États-Unis sous l'égide de George Bush père va intervenir militairement en Irak pour annuler l'invasion du Koweït par l'Irak, l'Irak des troupes de Saddam Hussein. Donc, la guerre du Golfe en 1990 est transformée en spectacle médiatique. Et c'est ce que dénonce beaucoup Jean Leloup dans 1990. La souffrance humaine est devenue une façon d'alimenter une machine à diffusion de messages. Et la guerre est transformée en spectacle télévisuel qui va servir à alimenter des codes d'écoute. Et donc, il y a cette immense machine
d'information, qui est en même temps un petit peu aussi une machine de propagande, parce que la façon dont la guerre du Golfe a été médiatisée est très particulière. On voulait contrer le spectre du Vietnam. Dans la guerre du Vietnam, les Américains étaient convaincus que la couverture médiatique avait tourné l'opinion publique contre la guerre et donc avait rendu la victoire impossible. Plusieurs Américains, notamment des militaires, croyaient que la défaite au Vietnam avait été rendue possible, concrétisée par la perte de support de l'opinion publique, laquelle avait été déclenchée par la couverture médiatique. Autrement dit, c'était à cause de la couverture des journalistes que la guerre avait été perdue. Donc, en 1990, quand on va faire la première guerre du Golfe, on va présenter cette guerre-là comme une guerre très technologique dans laquelle il y a des missiles hautement sophistiqués qui vont faire des frappes chirurgicales pour n'éliminer que des cibles militaires. On ne va jamais montrer de civils qui se font tuer, on ne va jamais montrer de dommages collatéraux, on ne va jamais montrer de soldats qui se font tuer ou quoi que ce soit. Et on va donc créer un peu ce mythe d'une guerre propre, d'une guerre technologique, d'une guerre chirurgicale, pour justement maintenir l'approbation de l'opinion publique tout au long du déroulement des opérations. Donc, il y a un côté de propagande, il y a un côté de prise de position par Jean Leloup qui dénonce cette médiatisation et cette spectacularisation de la guerre et de la tragédie humaine, en même temps qu'une prise de conscience de ce sentiment d'aliénation dont je parlais tout à l'heure et qui est sans doute un des thèmes récurrents dans l'histoire du rock. Cette espèce de dénonciation de sentiments de perte d'identité, cette espèce de malaise ressenti devant le constat que l'on ne s'identifie pas avec les valeurs de la société qui nous a vu naître. C'est un des propos les plus fondamentaux et les plus importants de l'histoire du rock, que ce soit le Satisfaction des Stones, que ce soit l'immense majorité des chansons de Pink Floyd, que ce soit le punk, que ce soit les colocs, que ce soit 1990. On a très souvent dans la musique rock et dans une certaine musique populaire l'espèce de transmission d'un message de malaise existentiel de la part du narrateur. Chez Radiohead, ce thème-là est omniprésent. Du narrateur, donc, qui ne s'identifie pas au monde dans lequel il vit, ce qui crée une espèce, justement, d'aliénation ou de malaise existentiel. C'est drôlement bruyant chez nous, hein? Voilà, donc de quoi je parlais? 1990. Un parallèle intéressant entre 1990 puis Satisfaction, c'est que dans un cas comme dans l'autre, ce sentiment d'aliénation vis-à-vis le monde dans lequel on vit va être combattu par le narrateur à travers une tentative de s'évader par une activité à caractère sexuel. Dans le cas de Satisfaction, ça ne fonctionne pas parce que she tells me, baby, better come back later next week, because you see, I'm on a losing streak. Il y a cette allusion célèbre aux menstruations qui font en sorte que la chanson a été bannie de la BBC. Dans le cas de 1990, Jean Leloup a l'air a plus de succès dans ses tentatives d'aventure sexuelle, mais il va raconter ça en utilisant pour décrire son aventure sexuelle l'imagerie de la guerre, ce qui crée une espèce de malaise assez particulier. Mais ceci dit, au-delà de la tentative d'échapper à l'aliénation par l'activité sexuelle, ce qui est encore plus intéressant dans 1990, wow, bienvenue chez nous, c'est que le narrateur va écrire une chanson. Il se dit, qu'est-ce que je peux faire pour combattre ce sentiment d'aliénation, ce sentiment d'être tout seul dans mon salon, je ne fous rien, je suis un con. Qu'est-ce qu'on fait pour combattre ça? Qu'est-ce que je peux faire? Se dit Jean Leloup. Je peux faire une chanson. Donc il va faire une chanson dont le sujet est ambitieux, car de son image, il est soucieux. Vous voyez comment il va désamorcer le piège de sembler prétentieux et revanchard et de prêcher la vérité. Il va désamorcer cette perception-là de lui-même comme étant un prétentieux intellectuel avec l'ironie, avec l'autodérision. Le sujet en est ambitieux, de mon image, je suis soucieux. Et on rigole et on accepte
la prétention de toute l'affaire et le côté très justement très sophistiqué de la chanson et l'ambition énorme de la chanson, parce que justement, le narrateur faisant preuve d'autodérision, il nous est d'emblée beaucoup plus sympathique. Voilà, donc Jean Leloup fait une chanson pour essayer de nous sensibiliser à l'absurdité du monde dans lequel on vit, pour nous sensibiliser à l'immense lavage de cerveau médiatique dont nous sommes tous en quelque part victimes. Est-ce que vraiment une chanson peut changer le monde? C'est la véritable question que se pose 1990. Peux-tu fermer la porte? Merci. Alors, quelle est la réponse que Jean Leloup apporte à sa propre question? Est-ce qu'une chanson peut changer le monde? Tout nous porte à penser qu'il n'en est pas convaincu, qu'il est lui-même un peu sceptique par rapport à la capacité d'une chanson à changer le monde ou à sauver l'âme des gens, à cause justement de cette référence pendant la fin de la pièce, pendant la coda, il va citer la vieille chanson disco, Last Night a DJ Saved My Life, mais en traduisant les paroles en français. Hier soir, un DJ a sauvé mon âme avec cette chanson. Une fois traduit en français, le message a de l'air encore plus incongru, encore plus étrange. Comment est-ce qu'on peut sauver l'âme de quelqu'un en faisant jouer une chanson plutôt qu'une autre sur une table tournante dans un party de danse? L'idée même est absurde. Donc, il est a priori inconcevable de penser qu'on puisse sauver l'âme de quelqu'un avec une chanson. Mais c'est tout ce que Jean Leloup sait faire des chansons. Donc, il va essayer. Sans doute que ça ne marche pas, mais qu'est-ce qu'il perd à essayer? Et au fond, il n'a sans doute pas si mal réussi, parce que 30 ans plus tard, on en parle encore de sa chanson et on l'analyse encore dans des cours d'histoire et appréciation de la musique occidentale. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'aime tant 1990. Jean Leloup marque un peu un tournant dans la musique populaire québécoise, avec justement cette espèce de musique à la fois très dansante et très songée. C'est une combinaison inhabituelle. On n'est pas habitué à danser et réfléchir en même temps, et donc souvent la musique de danse ne brillait pas par la profondeur de ses paroles, contrairement à 1990, où il y a vraiment à la fois ce groove très contagieux, et aussi ces paroles et ce concept de chanson qui est d'une grande richesse et qui est très très élaboré. Donc voilà, l'autre chose qui est remarquable chez Jean Leloup aussi, c'est cette propension à aborder des sujets très sombres avec une musique qui est très joyeuse. Donc il y a une espèce de dissonance cognitive entre les propos des paroles et le caractère de la musique. Marianne, elle est héroïnomane, etc. Elle roule en vieille bécane et ainsi de suite. Pauvre Marianne, c'est noir cette chanson-là, c'est tragique, et pourtant la musique est très, justement, insouciante et joyeuse et drôle et ainsi de suite. À cet égard, Jean Leloup va avoir une immense influence, notamment sur les colloques. Il y a beaucoup de chansons des colloques dont la musique est très joyeuse, puis quand vous vous arrêtez aux paroles, on a envie de mourir. Donc, voilà, ce courant de renouveau, de renouvellement de la musique populaire québécoise dans les années 1990, avec en tête de file, d'abord chronologiquement, Jean Leloup, et tout de suite après les colloques, qui vont vraiment produire une musique qui est à la fois populaire, mais qui est aussi extrêmement sophistiquée, qui est très articulée dans ses prises de position, qui est très poétique aussi. Dédé Fortin, c'est un grand poète, et c'est quelqu'un qui a un flair incroyable pour transposer ses images littéraires en images musicales. Donc, je crois que c'est une période très riche et très fertile et très intéressante dans l'histoire de la musique québécoise. C'est des pièces et des chansons qu'on va encore écouter dans plusieurs années, voire décennies, et où on va continuellement trouver un plaisir constamment renouvelé dans l'imagerie, dans les métaphores, dans le concept même des chansons, et aussi dans cette interrogation sous-jacente. Est-ce que l'art peut changer la vie? Je n'ai pas la prétention de vous amener la réponse à ça, parce que les humanistes cherchent la vérité sans jamais vraiment s'attendre à la trouver. Donc c'est à vous de formuler votre propre réponse à cette question-là. Et peut-être vous auriez intérêt à vous
faire une petite idée de ce que vous pensez parce que éventuellement il y a un examen qui s'en vient. Donc voilà, vous pouvez écouter et réécouter le présent exposé et les autres qui les ont précédés, relire votre cahier de notes de cours, écouter les pièces musicales qui servaient d'accompagnement à ce cours-là. Et je vous souhaite une bonne étude, une bonne lecture, une bonne réflexion, un bon visionnement, un bon cheminement dans votre rapport à la musique, parce que le rapport à la musique, il est continuellement renouvelé. Et la musique est d'une richesse infinie qui va sans doute vous nourrir toute votre vie, ou je vous le souhaite, comme elle a su le faire avec moi. Donc, à bientôt j'espère, bonne étude, et voilà, portez-vous bien.